Sa mère priait Dieu en lui demandant que son fils meure. Elle s'asseyait sur le canapé, vêtue de sa chemise de nuit blanche, une Bible serrée entre les mains, murmurant des prières pour que cet enfant cesse d'exister. Cet enfant que le monde connaîtrait plus tard sous le nom de Michael Landon deviendrait, pendant 30 années consécutives, le père le plus aimé de la télévision américaine. Et il mourrait exactement au même âge que son meilleur ami, du même type de cancer, avec à peine 2 ans d'écart. Voici l'histoire que Hollywood a fait taire pendant des décennies. L'histoire de l'homme qui a réparé des millions de familles devant leur télévision pendant que la sienne se détruisait en silence. Ici, tu découvriras une enfance de terreur jamais racontée, le scandale qui a détruit son image publique et le secret que sa propre fille a révélé sur ses derniers jours. Il existe une ultime interview qu'il a donnée quelques semaines avant sa mort, dans laquelle il a dit quelque chose qui a changé à jamais la manière dont des millions de personnes allaient en se souvenir de lui. Nous y reviendrons. Mais avant d'être Michael Landon, il était Eugene Maurice Horowitz. Et comprendre Eugene est la clé pour comprendre tout ce qui a suivi. Dans cette vidéo, tu entendras un enregistrement audio où il raconte comment il a frappé sa mère au visage pour lui sauver la vie. Tu découvriras les lettres que Melissa Gilbert lui a écrites après des années sans se parler. Le moment précis où Ronald Reagan a appelé pour présenter ses condoléances. Et la véritable raison pour laquelle un village entier de télévision a été dynamité. Pour que tout cela ait un sens, tu dois d'abord connaître cet enfant, Eugene Maurice Horowitz, son véritable nom. Bien avant que Hollywood n'invente Michael Landon. Eugene est né le 31 octobre 1936 à New York, la nuit d'Halloween. Son père, Eli Maurice Horowitz, était juif, cadre publicitaire pour la société de production RKO. Sa mère, Peggy O'Neill, était catholique irlandaise, ancienne danseuse et comédienne de Broadway. Dès le premier jour, leur mariage fut une guerre religieuse, et le champ de bataille, ce fut Eugene. Peggy n'allait pas bien. Les psychiatres de l'époque n'avaient pas de nom pour ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, on parlerait probablement de troubles bipolaires, de dépression sévère, d'épisodes psychotiques. Mais dans les années 40, elle était simplement considérée comme une mère difficile, une femme que personne ne savait comment gérer. Eugene a appris à lire l'atmosphère avant même de savoir lire des livres. Si sa mère portait sa chemise de nuit en pleine journée, cela signifiait des problèmes. Si elle tenait la Bible, cela annonçait une tempête. Et si elle murmurait à voix basse en regardant par la fenêtre, Eugene courait se cacher sous son lit. Il existait un code silencieux dans la maison des Horowitz, un système de survie que Eugene a développé seul, sans l'aide de personne. Chaque matin, il observait les yeux de sa mère. S'ils étaient vides, s'il ne le regardait pas directement, Eugene savait que la journée serait dangereuse. Il y a une image qui n'a jamais quitté Michael Landon. Il l'a décrite dans une interview accordée au magazine Red Book en 1987, alors qu'il était déjà l'une des plus grandes stars de la télévision. Il a dit « Je suis ce petit garçon, j'entre dans la cuisine et je trouve ma mère avec la tête dans le four et le gaz ouvert. Mais voici le détail qui change tout. Elle laissait toujours la fenêtre de la cuisine ouverte, poursuivait Landon, et elle mettait un coussin par terre pour s'agenouiller. Tu comprends ce que ça veut dire? Peggy ne voulait pas mourir. Elle voulait que son fils la trouve. Elle voulait que Jane, un enfant de 6 ans, porte le poids de la sauver, encore et encore. Les psychologues ont un terme pour cela. La parentification. Forcer un enfant à devenir adulte trop tôt. Eugene a été parentifié avant même d'avoir 7 ans. Imagine être si petit que tu atteins à peine le bouton de la cuisinière et devoir couper le gaz pendant que ta mère est étendue au sol en faisant semblant d'être inconsciente. Imagine la terreur de ne pas savoir si cette fois c'est réel, si cette fois elle veut vraiment partir. Imagine porter ce poids chaque jour de ton enfance. Mais le four n'a pas été le pire. Un été, la famille Horowitz est partie en vacances à la plage, à Atlantic City. Cela aurait dû être un répit, un moment de normalité. Enfin, pensa Eugene, une semaine sans avoir à vérifier la cuisine chaque matin. Eugene jouait dans le sable quand il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Sa mère marchait vers la mer. Pas comme quelqu'un qui va se baigner. Elle avançait droit devant elle, déterminée, sans hésiter. Sa chemise de nuit blanche s'assombrissait à mesure que les vagues la mouillaient. L'eau atteignait ses genoux, puis sa taille, puis sa poitrine. Eugene se jeta dans l'eau. Il ne savait pas nager. Il avait essayé d'apprendre, mais la peur le paralysait dès que l'eau dépassait sa taille. Mais il courut quand même.
Il courut vers l'océan comme il n'avait jamais couru de sa vie. Il attrapa sa mère alors que l'eau lui arrivait déjà au cou. Elle se débattait. Elle voulait continuer. Ses yeux étaient vides, comme ceux d'un animal qui a décidé d'abandonner. Eugene fit la seule chose qui lui vint à l'esprit dans ce moment de panique absolue. Il lui donna un coup de poing au visage. Le choc résonna au-dessus du bruit des vagues. Sa mère bascula en arrière. Une vague les frappa tous les deux. Eugene avala de l'eau salée. Il sentit qu'il s'étouffait, mais il ne la lâcha pas. Mètre après mètre, en toussant, les bras brûlants d'effort, les jambes flanchant à chaque pas, il la traîna jusqu'au rivage. L'eau semblait vouloir les engloutir tous les deux. Quand ils atteignirent enfin le sable, Eugene s'assit sur elle pour l'empêcher de se relever. Il tremblait si fort que ses dents claquaient tandis qu'il pleurait. Son cœur battait si violemment qu'il crut qu'il allait exploser. Et puis, 1 heure plus tard, Peggy enterrait la petite sœur d'Eugene dans le sable et lui parlait comme à un bébé, comme si rien ne s'était passé. Comme si elle ne venait pas d'essayer de se suicider devant son fils. Eugene vomit. Des années plus tard, dans sa dernière interview pour le magazine Life, peu avant sa mort, Michael Landon appela ce jour-là la pire expérience de sa vie. Il avait vécu plus de 50 ans à Hollywood. Il avait affronté des scandales, des divorces, la mort d'amis proches. Et pourtant, cette journée à la plage, quand il avait 8 ans, restait la pire. Garde cela en tête. La façon dont il a traité ce traumatisme explique tout ce qui est devenu ensuite. Mais la plage n'a pas été le seul cauchemar. Il y avait autre chose. Quelque chose que Jean devait affronter chaque matin de son enfance. Quelque chose de si humiliant qu'il lui fallut des décennies pour en parler publiquement. Eugene mouillait son lit. Il construisait les compétences dont il aurait besoin pour la suite. Mais pendant que l'Amérique regardait Little Joe chevaucher à travers le Nevada, Michael Landon menait une bataille privée dont personne ne savait rien. Et voici quelque chose que ses fans les plus dévoués préfèrent oublier. Quelque chose qui est directement lié à la façon dont il est mort. Pendant les années de Bonanza, Michael Landon fumait 4 paquets de cigarettes sans filtre par jour. Des Camel, les plus fortes du marché. Il buvait du whisky en quantité qui inquiétait ses collègues. Il prenait des tranquillisants simplement pour pouvoir fonctionner sous la pression constante de la célébrité. J'ai abusé de mon corps pendant des années, admettra-t-il des décennies plus tard, quand il était déjà trop tard. J'ai fumé, bu, mal mangé pendant très longtemps. Ce genre de choses finit toujours par se payer. Souviens-toi de ces mots. Ils deviendront terriblement prophétiques lorsque nous arriverons à la fin de cette histoire. C'est aussi pendant Bonanza que Michael se maria pour la première fois. Dodie Levy-Fraser avait 8 ans de plus que lui. Elle avait déjà été mariée et avait un fils issu de ce premier mariage. Elle représentait quelque chose que Michael n'avait jamais connu. La stabilité, la maturité, une femme qui savait ce qu'elle voulait. Ils adoptèrent 2 enfants ensemble, Mark et Josh, et c'est là que Michael révéla quelque chose de fondamental sur sa personnalité. « Je déteste quand quelqu'un les appelle mes enfants adoptifs », déclara-t-il dans une interview de 1975. « Ce sont mes enfants, pas mes enfants adoptifs. Ce sont mes enfants et je suis leur père jusqu'à ce qu'ils meurent, ou que je meure. Le rôle n'a aucune importance. L'amour, lui, en a. » Il y a quelque chose de profondément déchirant dans cette insistance. L'enfant dont sa propre mère priait Dieu pour qu'il meure, se battait désormais pour que personne ne remette en question l'amour qu'il portait à ses enfants. Eugene n'avait jamais eu le sentiment d'appartenir quelque part. Michael s'assura que ses enfants ne ressentiraient jamais la même chose. Mais le mariage avec Dodie ne survécut pas au succès. La célébrité changea Michael. Les longues heures de tournage, les tentations d'Hollywood, la pression permanente. Ils divorcèrent en 1962, après 6 ans ensemble. 1 an plus tard, Michael épousa Marjorie Lynn No. Lynn était différente de Dodie, plus jeune, plus disposée à s'adapter à la vie chaotique d'une star de télévision. Et elle donna à Michael quelque chose qu'il désirait profondément. Une grande famille. Ils eurent 4 enfants ensemble. Leslie, Michael Jr., Shona et Christopher. Avec les 2 enfants adoptés de son premier mariage, Michael était désormais père de 6 enfants. Et en 1974, lorsque Bonanza fut annulé après plus d'1 décennie à l'antenne, Michael Landon fit quelque chose qu'aucun acteur de télévision n'avait jamais fait auparavant. Il ne chercha pas une autre série dans laquelle jouer.
Il créa la sienne, à partir de zéro, avec un contrôle total. La petite maison dans la prairie. Basée sur les livres autobiographiques de Laura Ingalls Wilder sur son enfance dans l'Ouest américain du 19e siècle, Michael n'y serait pas seulement acteur. Il en serait le producteur exécutif, le principal scénariste et le réalisateur de nombreux épisodes. Il aurait le dernier mot sur tout, du casting à la couleur des robes, un contrôle absolu. Pour la première fois de sa vie, il pouvait construire exactement la famille qu'il n'avait jamais eue. Et le personnage qu'il choisit pour lui-même fut Charles Ingalls, pas le père. Charles Ingalls était tout ce qu'Eli Horowitz n'avait pas été. Présent, patient, dévoué. Un père qui écoutait, qui enseignait avec amour, qui n'élevait jamais la voix, sauf pour défendre sa famille. Un père qui était là. Je veux que les gens rient et pleurent, expliqua Michael à propos de sa vision de la série. Pas seulement qu'ils s'assoient et regardent la télévision passivement. Peut-être que je suis démodé, mais je crois que les spectateurs ont faim de programmes où les gens disent quand quelque chose de vrai, où les valeurs comptent. Il avait raison. La famille Ingalls devint un phénomène culturel qui dépassa les frontières. Pendant 9 saisons, des millions de familles à travers le monde se réunissaient chaque semaine devant leur télévision pour voir Charles Ingalls affronter la sécheresse, la maladie, la perte et le triomphe. La série entra dans le top 10 de Nielsen. Elle fut traduite en dizaines de langues. Des générations entières grandirent en croyant que Charles Ingalls était le père idéal. Mais voici l'ironie qui brise le cœur. Pendant que Michael Landon incarnait le père parfait à l'écran, sa vie privée était tout sauf parfaite, et tout était sur le point d'exploser de la manière la plus publique possible. À un moment donné, durant les dernières saisons de La Petite Maison, Michael fit la connaissance de Cindy Clerico. Cindy était maquilleuse sur la série. Elle arrivait tôt chaque matin pour préparer les acteurs avant le tournage. Elle avait 21 ans. Michael en avait 41. Exactement 20 ans de différence. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Michael avait toujours été amical avec l'équipe technique. Il se promenait sur le plateau en tenant dans ses bras le petit terrier de Cindy qu'elle amenait au travail. Il parlait moins plus longtemps que nécessaire entre les scènes. Il s'éloignait du groupe pour discuter en privé près des caravanes. Melissa Gilbert, qui jouait Laura Ingalls et voyait Michael comme un père de substitution, fut l'une des premières à sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai mentionné mes soupçons à propos de Cindy à ma mère, écrirait-elle des années plus tard dans ses mémoires. Je lui ai dit que quelque chose ne me semblait pas normal dans le temps que Mike passait avec elle, dans la façon dont il la regardait. Mais ma mère m'a dit que j'étais folle, que Michael était un homme de famille. Melissa n'était pas folle. Karen Grassl, l'actrice qui incarnait Caroline Ingalls, l'épouse de Charles, se souvint dans son propre livre d'un détail troublant. À cette époque, Michael commença à parler ouvertement sur le plateau de sa libido, retrouvée grâce à un complément alimentaire à base de pollen d'abeille qu'il prenait. C'était inconfortable pour tout le monde, écrivit Karen. Je connaissais sa femme, Lynn. J'étais allé chez eux. Elle avait été gentille avec moi. Nous avions partagé des dîners en famille. Je pensais à leurs enfants. 3 vivaient encore à la maison, et ils étaient plus jeunes que Cindy. Le scandale éclata publiquement en 1982. Les tabloïds publièrent des photos de Michael et Cindy sortant de restaurants, marchant sur la plage, entrant dans des hôtels. Les mêmes magazines qui avaient célébré Michael pendant des années, comme le père idéal, le démolissaient désormais avec des titres comme Charles Ingalls, la vérité derrière le père parfait. Lynn l'apprit par les journaux, pas par son mari. Imagine te réveiller un matin, ouvrir le journal avec ton café et découvrir des photos de ton mari depuis 19 ans avec une femme 20 ans plus jeune. Imagine que tout le pays voit les mêmes images. Le divorce fut brutal. Il coûta à Michael entre 26 et 30 millions de dollars. Le manoir de 35 pièces à Beverly Hills revint à Lynn. Les contrats publicitaires disparurent les uns après les autres. Kodak, l'entreprise qui lui versait des millions par an pour incarner l'image de la famille américaine, rompit immédiatement le contrat. Comment vendre des appareils photo familiaux avec le visage d'un adultère? Mais l'argent revient. Les contrats vont et viennent. Ce que Michael perdit cette année-là, aucun chèque ne pouvait le racheter. Il perdit la confiance des enfants qu'il avait adorés comme un père. Melissa Gilbert cessa de lui parler. Cet enfant qui avait grandi en le voyant comme un père,
qui passait des week-ends chez lui à jouer avec ses enfants, qui avait même eu une relation avec son fils Michael Jr., coupa totalement le contact sur le plateau. Elle conserva le professionnalisme nécessaire pour terminer la série. Hors caméra, le silence fut total. Pour nous, les enfants de la série, ce fut un choc immense, déclara Melissa Sue Anderson, qui incarnait Mary Ingalls, la fille aînée. Même si nous savions qu'il pouvait être difficile et avait des défauts, nous n'aurions jamais imaginé qu'il soit capable d'infliger une telle douleur à sa vraie famille. C'était comme découvrir que le Père Noël n'existait pas, mais en pire. Et voici quelque chose que presque personne ne mentionne quand on raconte cette histoire. Lynn Noy, la seconde épouse de Michael, la femme humiliée publiquement devant des millions de personnes, ne s'en remit jamais complètement. Le divorce ne fut pas seulement la fin d'un mariage, mais la destruction publique de 19 années de vie commune. Lorsque Michael mourut des années plus tard, Lynn n'assista pas aux funérailles. Leurs enfants étaient en à présent. Elle ne l'était pas. Le divorce avait déjà été une mort qui s'était dressée entre nous, expliquera-t-elle plus tard. Et pourtant, l'amour entre Michael et Cindy était réel. Ils se marièrent le jour de la Saint-Valentin 1983, à peine quelques mois après la finalisation du divorce. Ils eurent 2 enfants, Jennifer et Sean. Michael Landon était désormais père de 9 enfants. Jennifer Landon n'avait que 7 ans lorsque son père mourut. Aujourd'hui, elle est actrice. Elle a remporté 3 récompenses semi-consécutives pour As the World Turns et brille actuellement dans Yellowstone, l'une des séries les plus regardées de la télévision contemporaine. Nous y reviendrons à la fin. Mais d'abord, tu dois comprendre ce qui s'est passé entre Michael et Karen Grassle. Pourquoi cette histoire comporte-t-elle plus de couches que tu ne l'imagines? Karen Grassle n'était pas seulement l'épouse de Charles Ingalls à l'écran. C'était une actrice sérieuse, formée au théâtre classique, qui avait accepté le rôle en pensant qu'il serait temporaire. Pendant les premières saisons, tout se passait bien. Mais lorsque la série entra dans le top 10 de Nielsen et devint un phénomène culturel, Karen demanda une augmentation de salaire. Elle était la coprotagoniste. Elle méritait d'être payée comme telle. Michael refusa. Il m'a dit que mon salaire devait être égal à celui des acteurs enfants, écrivit Karen dans ses mémoires publiés des décennies plus tard, que je n'étais pas aussi importante pour la série que lui. À partir de ce moment-là, la relation se détériora de manière que Karen n'osa raconter que des années plus tard. Michael commença à se moquer de son corps devant l'équipe. Il faisait des commentaires sur son poids, critiquait ses expressions faciales, réduisait systématiquement ses scènes et ses répliques. Elle passa de coprotagoniste à personnage secondaire dans sa propre série. Il faisait constamment des plaisanteries, écrivit Karen. Des plaisanteries que je trouvais répugnantes, sur mon corps, sur ma façon de jouer, sur tout. Il y eut un incident précis qu'elle raconta en détail des décennies plus tard. Lors du tournage d'une scène romantique entre Charles et Caroline, Michael fit quelque chose qui n'était pas dans le scénario. Il l'embrassa passionnément, avec la langue, devant toute l'équipe. Karen resta figée, ne sachant comment réagir. Le réalisateur n'interrompit pas la scène. « Je crois qu'il essayait de me manipuler », écrivit-elle, « de montrer qu'il avait du pouvoir sur moi, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et que personne ne l'arrêterait. » Mais voici l'inattendu. Avant la mort de Michael, lui et Karen se réconcilièrent. Il lui demanda pardon pour la façon dont il l'avait traité. Elle lui pardonna. Karen assista à ses funérailles et parla positivement de lui dans des interviews ultérieures. « C'était un homme complexe, dit-elle, brillant à bien des égards, cruel à d'autres. Mais à la fin, il a trouvé l'humilité de s'excuser, et cela a compté énormément pour moi. » Nous arrivons maintenant au moment le plus cinématographique de toute l'histoire de la famille Ingalls, la fin de la série. En 1984, après 9 saisons, la petite maison dans la prairie touchait à sa fin. Michael décida qu'il n'y aurait pas d'adieu paisible, pas d'épisode sentimental où les personnages se contenteraient de dire au revoir. Dans l'épisode final, The Last Farewell, les habitants de Walnut Grove découvrent qu'un spéculateur a légalement acheté toute leur terre. La loi est de son côté. Ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Alors Laura Ingalls a une idée. S'ils ne peuvent pas garder leur village, ils peuvent au moins s'assurer que le spéculateur n'obtienne rien. Bâtiment par bâtiment, les habitants de Walnut Grove placent de la dynamite et détruisent tout ce qu'ils ont construit de leurs propres mains. Les explosions étaient réelles. Pas d'effets mots spéciaux, pas de CGI. Une démolition professionnelle qui réduisit en gravat
Une décennie de souvenirs. Des experts en démolition travaillèrent pendant des jours pour préparer chaque bâtiment. Les larmes que vous voyez à l'écran étaient vraies, confirmera Mélissa Gilbert des années plus tard. Nous étions tous dévastés. Cet endroit avait été notre vie pendant des années et nous le voyions disparaître sous nos yeux. Seule l'église et la petite maison originale restèrent debout. Pourquoi Michael a-t-il fait cela? Il y avait une raison pratique. Le contrat avec les propriétaires du terrain exigeait qu'il soit rendu à son état d'origine, et il était plus simple de tout faire exploser que de démonter pièce par pièce. Mais il y avait aussi une raison émotionnelle plus profonde. Michael Landon ne voulait pas que quelqu'un d'autre utilise son décor. Il ne voulait pas voir d'autres acteurs marcher dans les rues de Walnut Grove. Il ne voulait pas qu'un autre producteur transforme sa création en autre chose. S'il ne pouvait plus être Charles Ingalls, alors Charles Ingalls devait cesser d'exister. Le contrôle jusqu'au bout, même si cela signifiait la destruction. Cela te semble familier? L'enfant qui courait chaque matin pour contrôler sa propre honte détruisait maintenant un village entier pour contrôler son héritage. Après la famille Ingalls, Michael créa une dernière série, Highway to Heaven. Il y interprétait Jonathan Smith, un ange en période d'essai envoyé sur Terre pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. Son partenaire était Victor French, le même acteur qui avait joué le meilleur ami de Charles Ingalls pendant des années. L'amitié entre Michael et Victor était légendaire à Hollywood. Ils s'étaient rencontrés pendant Bonanza en 1962, lorsque Victor interprétait de petits rôles de méchants. Michael avait vu en lui ce que les autres ne voyaient pas. Un acteur de caractère avec un cœur immense caché derrière une façade rude. « Je travaille avec l'homme que j'aime », déclara Victor dans une interview de 1985. Lorsque NBC suggéra d'engager un acteur plus jeune et plus conventionnellement séduisant pour Highway to Heaven, Michael fut inflexible. Soit c'est Victor, soit il n'y a pas de série. Je ne négocierai pas là-dessus. Victor appelait Michael son ange pour lui avoir sauvé la carrière à plusieurs reprises. Dans Highway to Heaven, Michael inclut un détail autobiographique qui donne aujourd'hui des frissons. Dans un épisode, on apprend que Jonathan Smith, l'ange qu'il interprète, est mort en 1948 d'un cancer du poumon causé par le tabac. Michael Landon avait fumé 4 paquets par jour pendant des décennies. La série s'acheva en 1989, mais pas par choix de Michael ni de la chaîne. Victor French fut diagnostiqué d'un cancer du poumon en mars de cette année-là. La nouvelle dévasta Michael. Son meilleur ami, son partenaire de travail depuis près de 30 ans, était en train de mourir. Michael resta à ses côtés pendant les traitements, pendant les chimiothérapies qui laissèrent Victor épuisé, pendant les bons jours où il pouvait encore plaisanter, pendant les jours terribles où Victor pouvait à peine parler. Victor French mourut le 15 juin 1989. Il avait 54 ans. Michael prononça l'éloge funèbre lors de l'enterrement de Victor. Ses paroles exactes ne furent jamais publiées, mais ceux qui étaient présents dirent que c'était le discours le plus émouvant qu'ils aient jamais entendu. L'homme qui avait pleuré professionnellement pendant 30 ans pleurait enfin pour de vrai. Michael ne put continuer la série sans son ami. L'idée de remplacer Victor par un autre acteur lui était physiquement insupportable. Highway to Heaven prit fin. 30 années consécutives de télévision prirent fin. L'homme qui avait été présent sur les écrans américains chaque semaine depuis 1959 se retrouva soudain sans émission. Des années plus tard, Karen Grassle demanda à Michael comment Victor était réellement mort. Les journaux parlaient de cancer du poumon, mais elle soupçonnait autre chose. Michael répondit en 3 mots. « Il a bu jusqu'à en mourir ». Il y a quelque chose de déchirant dans cette réponse. Michael, qui avait lutté contre ses propres addictions pendant des décennies, reconnaissait le véritable ennemi de son ami, et peut-être une part de lui-même dans cette destruction. Après la mort de Victor, Michael arrêta de fumer, mais les années d'abus avaient déjà fait leur œuvre. Il continua à boire. Et nous arrivons maintenant au moment promis au début. La dernière interview, la fin que personne n'attendait. Comment expliques-tu à ta fille adolescente que tu ne marcheras pas à ses côtés le jour de son mariage? Michael Landon avait 54 ans, exactement le même âge que Victor French au moment de sa mort. Le même type de cancer, lié aux mêmes causes, le tabac et l'alcool. La coïncidence était trop parfaite pour être ignorée. Cela ne ressemblait pas à un hasard. C'était un message de l'univers. Et Michael le comprenait parfaitement.
J'ai abusé de mon corps pendant des années, avait-il dit. Et maintenant, son corps présentait l'addition. Mais Michael fit quelque chose qu'aucune célébrité n'avait jamais fait auparavant dans l'histoire moderne d'Hollywood. Il invita la presse dans sa maison de Malibu et annonça publiquement son diagnostic, sans euphémisme, sans se cacher derrière des communiqués vagues. Il voulait contrôler le récit avant que les tabloïds ne l'inventent à sa place. C'était tellement typique de Mike d'annoncer les choses à sa manière, écrira Melissa Gilbert. Même en train de mourir, il voulait garder le contrôle. Puis vint l'interview avec Johnny Carson. Le 9 mai 1991, Michael Landon apparut pour la dernière fois dans The Tonight Show. Il était visiblement plus mince, plus fragile. Ses cheveux, autrefois si abondants, paraissaient ternes. Mais ses yeux brillaient encore de ce mélange de douleur et d'humour qui avait défini toute sa carrière. Johnny Carson traversait lui-même son propre enfer privé. Son fils Richard était mort dans un accident de voiture quelques semaines plus tôt. Depuis son lit de malade, Michael avait été l'un des premiers à l'appeler pour lui présenter ses condoléances. « Cette semaine a été dévastatrice pour moi et ma famille », déclara Carson en présentant Michael ce soir-là. « Michael m'a appelé lundi pour m'exprimer sa plus profonde sympathie après la mort de mon fils Ricky. Le courage et la sensibilité qu'il a montrés, en me réconfortant alors qu'il souffrait lui-même énormément, témoignent de la qualité de cet homme. » Pendant l'entretien, Michael plaisanta sur sa maladie. Il dit que la peinture de sa loge contenait de l'arsenic, mais que ce n'était pas comme ça qu'il était tombé malade. Il se moqua des tabloïds qui titraient « 4 semaines à vivre ». « C'est incroyable que les gens puissent être comme ça », dit Michael, et sa voix devint sérieuse pour la première fois de l'interview. « C'est ça, le vrai cancer de notre société. » Puis il prononça les mots que des millions de personnes n'oublieraient jamais. « Si je dois mourir, la mort devra se battre très fort pour m'attraper. Je ne vais pas simplement m'allonger et laisser faire. Je crois en Dieu. Je crois en la famille. Je crois en la vérité entre les gens. Je crois au pouvoir de l'amour. Je crois que nous avons été créés à l'image de Dieu, qu'il y a du divin en chacun de nous. Alors je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur de la mort. Et je n'en ai pas peur. » Moins de 2 mois plus tard, le 1er juillet 1991, Michael Landon mourut dans son ranch de Malibu, entouré de sa femme Cindy et de ses 9 enfants. Les funérailles eurent lieu le 5 juillet 1991 à Hillside Memorial Park, le même cimetière où reposait Lorne Greene, l'acteur qui avait incarné son père télévisuel dans Bonanza pendant 14 ans. Père et fils réunis dans la mort. 500 personnes assistèrent à la cérémonie. 5 hélicoptères de presse survolaient le cimetière pour filmer la scène. L'ancien président Ronald Reagan et Nancy Reagan étaient assis au premier rang. Les Reagan étaient de fervents admirateurs de la petite maison dans la prairie. Ils appelaient Michael après les épisodes qu'ils aimaient particulièrement. Nancy avait pleuré lors de l'épisode où Mary Ingalls devient aveugle. Ronald avait personnellement appelé Michael pour le féliciter pour le scénario. La cérémonie était juive, honorant le côté paternel que Gene avait toujours voulu revendiquer. Mais elle n'était pas solennelle. Michael avait laissé des instructions précises. Il voulait que ce soit joyeux. Même le rabbin fit des plaisanteries. Eugene Horowitz avait passé sa vie à pleurer. Michael Landon voulait qu'on se souvienne de lui en riant. Sa fille Leslie lut un poème que Michael avait écrit à l'origine pour un épisode de La petite maison dans la prairie. « Souvenez-vous de moi avec des sourires et des rires, car c'est ainsi que je me souviendrai de vous tous. Si vous ne pouvez vous souvenir de moi qu'avec des larmes, alors ne vous souvenez pas de moi du tout. » Melissa Gilbert prononça l'un des éloges funèbres. La même Melissa qui avait cessé de lui parler pendant des années après le scandale avec Cindy. Ils s'étaient réconciliés en 1990 lors du mariage de Leslie. « Michael était mon mentor, mon partenaire de jeu, mon réalisateur préféré, ma figure paternelle, mon ami et mon patron. » déclara Melissa devant les 500 personnes. « Après la mort de mon propre père, il est devenu mon père à mes yeux. » Mais une absence était frappante. Lynn Noy, la mère de 4 de ses enfants, la femme avec qui il avait partagé 19 années de mariage, n'était pas présente. 33 ans plus tard, que reste-t-il de Michael Landon? Ces séries sont toujours diffusées dans plus de 100 pays. Charles Ingalls demeure le père que tant de gens auraient aimé avoir. Ses 9 enfants ont suivi des chemins complètement différents,
comme les branches d'un même arbre poussant dans des directions opposées. Mark, le fils adoptif aîné, suivit les traces de son père dans le métier d'acteur, sans jamais atteindre le même succès. Il lutta pendant des années avec sa propre identité, vivant dans l'ombre du nom Landon. Il mourut en 2009 et repose à côté de son père. Leslie, la fille aînée de son second mariage, devint psychologue clinicienne spécialisée dans le deuil chez l'enfant. Elle écrivit un livre sur la manière d'aider les enfants à traverser la perte. Le thème n'était pas un hasard. Elle avait perdu son père à 25 ans et n'avait jamais cessé de l'analyser. Michael Jr. resta derrière la caméra comme producteur et réalisateur. Aujourd'hui, il crée des contenus familiaux pour la chaîne Hallmark. Chaque projet, dit-il, est une tentative d'honorer l'héritage des histoires que racontait son père. Christopher emprunta la voie la plus inattendue. Il devint réalisateur de films d'horreur. Il écrivit et réalisa plusieurs volets de Paranormal Activity et Happy Death Day. Il vit ouvertement comme homme gay avec son mari, Cody Williams, et leurs 2 enfants. Le fils du père le plus traditionnel de la télévision américaine construisit une vie qui défia toutes les attentes. Shona se consacra à l'immobilier de luxe à Los Angeles. En 2022, son propre fils Dylan mourut. Le cycle du deuil continue, génération après génération. Jennifer, la petite fille qui avait 7 ans lorsqu'elle perdit son père, remporta 3 prix semi-consécutifs pour As the World Turns et brille aujourd'hui dans Yellowstone dans le rôle de Teeter. Lorsqu'on l'interroge sur Michael, elle dit quelque chose qui brise le cœur. Parfois, quand je me sens triste, je regarde l'une de ses séries. C'est la seule façon que j'ai d'être avec lui. Sean, le plus jeune, n'avait que 5 ans lorsque Michael mourut. Il a grandi avec des vidéos et des souvenirs indirects d'un père qu'il n'a presque pas eu le temps de connaître. Eugene Maurice Horowitz avait toutes les raisons de devenir un monstre. Une mère qui priait pour sa mort, un père absent, du harcèlement constant, des humiliations publiques, des traumatismes empilés les uns sur les autres. Mais au lieu de reproduire cette douleur, il en créa l'opposé. Il construisit des familles parfaites à l'écran parce qu'il n'en avait jamais eu. Il incarna des pères aimants parce que le sien n'avait pas su l'être. Il n'était pas parfait. Il échoua dans son second mariage. Il fut dur avec ses collègues. Il eut des addictions qu'il ne surmonta jamais complètement. Mais il fut aussi l'homme qui appela Johnny Carson pour le réconforter alors qu'il était lui-même en train de mourir. L'homme qui insista pour que ses enfants adoptés ne soient jamais appelés Braham, adoptés. L'homme qui écrivit « Souvenez-vous de moi avec des sourires, en sachant qu'il ne serait bientôt plus là. » Sa mère priait Dieu pour qu'il meure. L'enfant au drap suspendu à la fenêtre devint le père le plus aimé de la télévision américaine. Et le cycle s'arrêta avec lui. Ses enfants ne mouillaient pas leur lit dans la terreur, redoutant que quelqu'un accroche leur drap à la fenêtre. Ses petits-enfants ne découvrirent jamais une personne la tête dans un four. La malédiction des Horowitz prit fin le jour où Eugene décida de devenir Michael et d'utiliser sa douleur pour guérir les autres, plutôt que de se détruire lui-même. Était-il parfait? Non, la perfection n'existe pas. Mais il fut une transformation. Il prit la décision consciente de ne pas transmettre son traumatisme à la génération suivante. Et c'est peut-être l'acte le plus courageux qu'un survivant d'abus puisse accomplir. Briser le cycle. Cindy, la femme pour laquelle il détruisit sa réputation publique, ne s'est jamais remariée. Chaque 1er juillet, sans exception, elle se rend sur sa tombe à Hillside Memorial Park. Plus de 3 décennies se sont écoulées. 33 ans de veuvage choisi. « Michael a été mon cadeau », a-t-elle dit. Il n'y avait personne comme lui. Et si cette histoire t'a fait ressentir quelque chose, imagine ce que tu ressentiras dans la prochaine vidéo. Elle parlera de quelqu'un d'autre qui incarnait le père parfait à la télévision pendant que sa vie réelle s'effondrait. Mais contrairement à Michael Landon, cette personne est toujours en vie. Et ses enfants viennent tout juste de briser le silence.